Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Paco, ça va très bien. Je suis très content d'être là. Merci à toi d'être là. Un atelier spécial liberté financière, indépendance financière en mode avec une stratégie un peu différente qu'on va voir en mode lean fire peut-être. Et c'est cool. Alors j'espère que vous nous entendez bien. Si vous êtes dans le chat, un petit check que vous entendez bien et Guillaume et moi. Et du coup, on va pouvoir démarrer et on l'espère en tout cas agrémenter votre pause déjeuner avec des nouvelles idées pour vivre de votre capital. Et ça, c'est la promesse. Guillaume, je te laisse te présenter peut-être succinctement pour les gens qui connaissent absolument pas qui tu es. Ouais, moi je suis marié, deux enfants, j'ai 38 ans j'ai atteint la liberté financière à 34 ans. Euh, Avec un peu de tout, pas mal d'immobilier. C'est sûr que l'immobilier c'est un bel accélérateur, mais voilà, j'avais un parcours avant classique de scientifique, ingénieur, et au bout de 6 ans de salariat, j'ai pu dire stop, j'ai pu dire bye bye. Grâce à mon IMO et grâce à un mode de vie frugal, effectivement. Tu parlais de Lean Fire, mais finalement, ce que je vais présenter aujourd'hui peut s'adapter à tous les patrimoines et tous les objectifs, Lean ou Fat ou voilà ou Regular. Euh, et puis voilà, maintenant depuis 5 ans, je donne du conseil, du coup, enfin du coaching en finance personnelle, gestion de patrimoine, immobilier, tous ces sujets qui me passionnent depuis bien longtemps. Yes, bah c'est cool d'avoir aussi les retours que tu peux avoir toi des gens que tu accompagnes. Et c'est sûrement des Oui. questions que des gens qui nous écoutent se posent également. Donc c'est bien d'avoir que tu cette position-là pour nous aider. Bah écoute, je te laisse présenter. Tu as fait d'ailleurs je te remercie pour ça, une présentation justement de la stratégie, de la consommation du capital. Qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça nous mène. Je te laisse Oui, sur ça. Ouais. voilà, donc je pense que c'est bon, vous voyez mon écran, sinon tu me cries dessus. Euh, donc voilà, pour la stratégie de consommation du capital, effectivement, donc pour atteindre la liberté financière plus rapidement. Euh, Parce que donc voilà, la stratégie classique, on va dire, c'est de vivre que des fruits du capital. Donc on peut imaginer que le patrimoine c'est un bel arbre fruitier, et puis vous pouvez décider de vivre que des fruits, donc qui sont produits chaque année ou assez régulièrement en tout cas. Donc ça c'est la stratégie un peu classique, ou en tout cas quand on c'est le premier pas de la réflexion, hein, effectivement de se dire bon bah je vais avoir de l'immobilier, puis je vais avoir des loyers qui vont tomber, je vais retirer toutes les charges que j'ai en face, donc au final j'ai mon cash flow, et puis je vais pouvoir vivre sur ce cash flow. Je peux avoir aussi à côté des actions qui servent des dividendes, des obligations qui produisent des coupons, des livrets et autres qui produisent des intérêts. Donc voilà, il y a pas mal de sources différentes de, 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 de fruits, hein, de fruits du capital, sur lesquels on peut prélever, enfin qu'on peut prélever pour vivre. Euh, donc ça, c'est la version un petit peu classique des choses. Et on se rend bien vite compte que si on a des objectifs de plusieurs milliers d'euros mensuels pour pouvoir vivre, euh, si on se base sur, je sais pas, même des pourcentages un peu élevés, hein, mais 5, 8, 10% de rentabilité, on voit que les patrimoines qu'il faut aller chercher derrière sont très importants. Et donc, l'atteinte de la liberté financière, elle est d'autant plus éloignée. Euh, Donc ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est de se dire, ben, je vais aussi taper dans l'arbre. Je vais aussi toucher à l'arbre. Donc, je vais pas prélever uniquement les fruits, mais peut-être que chaque année, je vais prélever aussi une petite branche par-ci ou par-là. Euh, donc voilà, je suis OK avec le fait de consommer mon capital progressivement, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir faire ça toute sa vie durant. Donc il faut prendre les précautions nécessaires. Mais voilà, se dire l'arbre en tant que tel, le patrimoine, c'est pas un truc totalement intouchable et auquel on n'a pas le droit de, de penser. En fait, on peut aussi se dire, ben voilà, je vais aussi, enfin, ce stock énorme que j'ai pu constituer par mes investissements et surtout par mon travail, mon épargne, etc. Eh bien, je peux aussi m'en servir comme d'une force. Et donc pour aller plus vite vers la liberté financière. Hmm. Donc, on va détailler un petit peu le, le,
le sujet. En gros, c'est de dire, si je comprends bien ce que tu dis, en gros, c'est de dire, on va avoir un outil qui va nous permettre de générer du cash, des rentes. Et cet outil même, en fait, on va aussi petit à petit s'en séparer et le vendre, et ça va nous aussi produire des rentes, quoi. Ben, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Si je prélève annuellement une partie de mon capital, ça fait comme si c'était un surplus de rente annuelle. Euh, et bien, avec bien évidemment le désavantage que le capital, du coup, il est atteint, il est diminué d'autant. Et donc, il faut que ça puisse tenir suffisamment de temps par rapport à ce que vous souhaitez. Euh, donc voilà, le premier exemple de consommation du capital, euh, c'est c'est la règle des 4%. Donc peut-être que vous en avez entendu parler. Je vais faire des rappels hein, ici, mais c'est c'est quelque chose qui est pas mal mis en avant dans cette mouvance FIRE, donc Financial Independence Retire Early, où voilà, on va chercher à prendre son indépendance financière avant pas mal d'autres, à 40 ans, ou à 30 ans, à 50 ans, etc. Avant la retraite officielle en tout cas. Et donc la règle des 4% dit, voilà, si je la résume en une phrase, que si je place 1 million d'euros ou de dollars, hein, ça marche par exemple, je peux prélever 4%, donc 40 000 euros par an, sans risquer de faire faillite. Et donc concrètement, bah, c'est une étude scientifique, hein, un papier qui est sorti dans les années 90, euh, où les chercheurs ont fait différents tests. Donc c'était bon, c'est américain hein, comme beaucoup de choses, mais ça vient des États-Unis. Donc ils ont testé plusieurs mix de répartition d'un patrimoine, donc entre les actions et les obligations, hein, pour faire simple. Donc ils ont testé plusieurs mix, ils ont testé plusieurs durées aussi de retraite en fait. Et bon, il faut noter qu'ils ont testé que jusqu'à 30 ans. Donc peut-être qu'aujourd'hui, justement, quelqu'un qui réussit à devenir FIRE à 35 ou 40 ans, peut-être qu'il doit prévoir sur plus que 30 ans. Donc il faut prendre ça en compte. Ils ont pris en compte l'inflation, donc ça c'est important, mais pas la fiscalité. Donc ils avaient quand même des données assez importantes pour faire les stats. Et, euh, et finalement, ils arrivent au résultat, effectivement, donc j'ai repris là une des images de l'article, en fonction du pourcentage qu'on prend chaque année, et en fonction de la répartition du patrimoine, eh bien, on arrive à des taux de succès qui peuvent aller de 100 à 0%. Et donc, ce que j'ai entouré en vert là, ça correspond donc au résultat vraiment qu'on peut résumer en un seul chiffre de l'étude, qui est cette règle des 4%, voilà, qui consiste à dire que si si je prélève que 4% de mon patrimoine chaque année, j'ai de très très bonnes chances de, de voir mon patrimoine me survivre en fait, et donc de ne pas arriver à la faillite. C'est ça que ce 95% de chance veut dire. C'est 95% Euh, de chance, ou c'est je garde au bout de 30 ans 95% du patrimoine que j'aurais mis à travailler avec ces non, 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 4%? là c'est vraiment les risques d'arriver à la faillite, ou là en l'occurrence donc c'est l'inverse, donc c'est les chances que tu as que ton patrimoine te survive. Et donc que ton patrimoine ne soit pas à zéro au moment où, en l'occurrence, là, les 30 ans sont arrivés à leur terme. Donc il y a que 5% de risque d'arriver à la faillite. 5% qui peuvent être perçus par pas mal de personnes d'ailleurs comme étant trop importants. Hein. Et donc Mhm. peut-être qu'il va falloir taper autre part. Par exemple, juste au-dessus, il y a un 98. Voilà, si je fais une répartition avec plus, avec 3 quarts d'actions et un quart seulement d'obligations, eh bien a priori, hein, enfin en tout cas selon cette étude, j'assure davantage le coût. Euh, mais sur les outcomes, donc c'est ce dont tu parlais, c'est au final, ben voilà, au bout de 30 ans, combien est mon patrimoine. Ils ont regardé la chose également, et donc la variabilité est importante, mais dans la plupart des cas, finalement, on finit avec un patrimoine qui est plus élevé que celui qu'on avait au départ. C'est ce que j'indique là. Euh, donc, on entend même des gens qui disent que justement la règle des 4%, elle est trop conservatrice parce que, ben, en moyenne, effectivement, on finit avec des multiples, quoi. Vraiment, on part avec 1 million et on finit avec 2, 3, 4 millions. Et donc, il y a même des gens qui disent que c'est conservateur d'une certaine d'une certaine façon enfin, ouais, d'un certain point de vue. Mais donc en tout cas, voilà, j'ai mis en lien, je pense que ce sera partagé, ou il y aura peut-être moyen de vous partager ça, mais l'article initial, de toute façon, il se retrouve facilement sur Internet. On appelle ça Trinity Study aussi. Mhm. Euh, et puis, il y a
il y a un petit, il y a ce lien qui est très intéressant aussi, donc que je vous indique, je vous montre là rapidement. C'est un gars qui, donc de Poursuisse s'appelle, et il met à jour, il a mis à jour, donc il refait l'étude en fait avec des données très très à jour. Euh, donc c'est intéressant, voilà, de voir si ça continue à être vrai aujourd'hui, parce que donc l'étude elle a été faite dans les années Trinity Study dans les années 90, et puis avec beaucoup plus de données, donc beaucoup plus de stats, et forcément bah, les statistiques, les datas, enfin plus on en a et plus on est sûr du résultat qui en sort. Hein. Donc il a fait ça, il a également regardé des durées qui sont plus importantes que 30 ans, parce que voilà, comme je l'ai dit, bon, peut-être que dans certains cas on souhaite avoir une visibilité sur plus que 30 ans. Donc voilà, je trouve que ce travail est très intéressant. Euh, donc voilà, c'était la stratégie de consommation du capital avec cette règle des 4%. Et maintenant, on va parler un peu d'immobilier parce que bon, certains sans doute sont là et sont intéressés par l'immobilier. Et grâce à l'immobilier, on peut faire une stratégie de consommation du capital qui est encore plus efficace, j'ai envie de dire, ou voilà, qui peut être vraiment très, très pertinente. Euh, Et donc, si je le résume en une phrase, voilà, mettons que j'ai acheté 10 biens, j'ai 10 appartements, ben, je peux les vendre l'un après l'autre et vivre sur les fonds issus de chaque vente. Euh, c'est comme ça que je consomme. Là, on voit vraiment peut-être encore plus la consommation du capital parce que vraiment, bah, au début, on avait 10 apparts, puis après, on a plus que 9, plus que 8, plus que 7, etc. Et on vit sur le cash qui a été généré par la vente. Euh, et cette stratégie peut permettre d'accélérer fortement sur l'atteinte de la liberté financière. Il y a Pierre-Antoine sur le chat qui dit, par rapport à tes 98% là, de chance par Ouais, rapport au tableau avant, qu'en ouais, travaillant tranquillement à son compte à côté, ça doit pouvoir permettre de réduire les risques à presque zéro finalement. tout à fait, tout à fait. Il suffit de se dire, et moi, en partant à 34 ans, je savais que j'allais pas rester totalement inactif et j'avais pris dans mes calculs l'hypothèse que vraiment j'aurais zéro revenu et ça passait, mais j'étais raisonnable, enfin, j'étais confiant sur le fait que voilà, en général, quand on part voilà à 30, 40 ou même 50 ans, on est content de continuer à avoir une activité. Et effectivement, même voilà, le fait d'avoir quelques centaines d'euros de revenus mensuels ou quelques milliers encore plus, bien sûr, mais ça réduit vraiment fortement le risque parce que du coup, ça réduit tout simplement, ça réduit le pourcentage en fait qu'il faut tirer quoi, sur le patrimoine. Et donc, pour revenir à la stratégie de consommation du capital appliquée à l'immobilier, euh, pour aller un peu plus en détail, donc encore une fois, si on se réfère à la stratégie numéro 1 en fait dont j'ai parlé rapidement au départ, effectivement, si on se dit je vais vivre que sur le cash flow, eh bien ça va demander voilà d'avoir vraiment beaucoup de biens ou alors des biens qui rapportent beaucoup de cash flow et donc potentiellement qui demandent un peu de travail parce que c'est du Airbnb ou c'est des choses qui sont plus time consuming. Euh, euh, donc voilà, ce sera long, faudra multiplier les opérations. Mais d'un autre côté, le premier levier d'enrichissement, et ça en général, enfin les gens commencent à le comprendre aussi et le savent, c'est que le premier levier d'enrichissement, c'est le remboursement du crédit. C'est un petit peu invisible parce que ça se fait mois après mois et surtout on le touche pas sur le compte. Mais concrètement, bah, les appartements, les immeubles, les maisons, elles nous appartiennent mois après mois de plus en plus et de moins en moins à la banque. Et c'est ça qui est le premier levier d'enrichissement. Et donc c'est trop dommage finalement de quelque part de pas profiter de ce premier levier d'enrichissement ou d'en profiter voilà de manière vraiment décalée dans le temps avec d'un coup je vais faire des plus-values, enfin je vais vendre mon bien et donc je vais avoir 50 ou 100 000 euros et je sais pas ce que je vais, enfin euh, si vous savez que effectivement il y a des ventes qui vont arriver avec des montants importants qui vont tomber sur votre compte, eh bien vous pouvez le prévoir et enfin et l'intégrer vraiment dans votre stratégie et et du coup, ben, toujours pareil, hein, accélérer finalement l'indépendance financière. Donc voilà, l'idée c'est de vivre sur le cash flow et sur le remboursement du crédit, vraiment voilà, d'utiliser à plein les deux leviers. Et donc, dit autrement, si on vise 2000 euros de revenus mensuels, on n'a pas du tout besoin d'attendre d'avoir 2000 euros de cash flow mensuel. 1500 euros de cash flow mensuel peuvent suffire et même beaucoup moins, même 0 euros de cash flow peuvent suffire. Moi, je suis parti, pareil, avec une hypothèse conservatrice, mais une hypothèse que mon cash flow immobilier, c'était de zéro. Euh,
et ça passait parce que bah, là, je partais, enfin, j'applique cette stratégie de consommation du capital. Donc, je vends un appart, j'ai du cash qui en sort, et bien je vis sur ce cash, et quand j'ai plus de cash, et bien je vends un deuxième appart, etc. Et donc, c'est ce que je résume là. Effectivement, il suffit de vendre quelques biens, le temps que le patrimoine net augmente, patrimoine net immobilier ou non immobilier, et on pourra alors vivre des fruits soit carrément vivre des fruits du patrimoine parce que le patrimoine net aura suffisamment grossi pour qu'on puisse seulement vivre des fruits, soit appliquer la stratégie de consommation du capital et continuer du coup à vendre des appartements, etc. Pour vivre sur le cash tout simplement, sur le cash qui est créé. Donc c'est la deuxième strate. Enfin, c'est la stratégie de consommation du capital appliquée à l'immobilier. Et donc c'est d'autant plus puissant, évidemment, hein, vous l'avez compris, parce qu'il y a l'effet de levier du crédit, et que, bon, on le sait tous, j'imagine ici, mais c'est un accélérateur vraiment puissant de constitution du patrimoine, et qui n'est accessible que très très largement que pour l'immobilier. Donc j'ai fait un petit exemple concret pour illustrer un peu ça. Donc, on va prendre le cas d'un certain Alexandre qui est locataire, qui gagne 3 000 euros par mois et qui a réussi à se constituer une bonne épargne déjà, donc de 100 000 euros, et qui épargne 1 000 euros par mois en plus. Donc, on peut se demander quelle stratégie pour qu'il gagne sa liberté financière, chiffrée, selon lui, à 1 500 euros par mois. Et en fait, donc je vais vous montrer le tableur qui amène à la conclusion qu'il peut atteindre la liberté en 2030, donc en commençant maintenant, hein, en 2024, avec seulement 2 achats immobiliers. Donc l'un en 2024 et l'autre en 2025. Donc on va aller voir ça. On est d'accord quand même que 1 500 euros par mois, c'est pas la liberté financière de tout le monde. D'accord, c'est. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est pas la liberté financière de tout le monde. Tout le monde n'a pas non plus 100 000 euros au départ, mais tout le monde ne gagne pas 3 000 euros non plus. Et surtout, là, c'est pour montrer, enfin, voilà, on a besoin de faire que 2 achats, un en 2024, un en 2025. Il n'a pas d'autre immobilier avant, hein, et il est locataire, hein, okay. Et ça suffit. Et donc, évidemment, voilà, si on est plus ambitieux, on peut, enfin, ambitieux. Pareil, c'est un terme que j'aime pas forcément trop parce que ça peut être, enfin bon, on va pas philosopher trop non plus, mais bon, voilà, chacun ses objectifs finalement, et il faut pas juger sur le chiffre. Mais il faut être conscient évidemment que d'autres peuvent avoir d'autres objectifs plus importants. C'est juste pour l'exemple qu'on donne ces chiffres. Après, ça peut s'appliquer. C'est pour l'exemple et pour montrer que voilà, avec 2 achats, il y a déjà un objectif finalement. Enfin, la liberté. Enfin, voilà, se dire en 2030, je vais partir et j'aurai les 1 500 euros par mois. C'est quand même déjà puissant. Et donc se dire, effectivement, ça c'est avec 2 achats. Donc qu'est-ce qui se passe si j'en ai 4, si j'en ai 6, etc. Et c'est des petits achats. Enfin, entre guillemets, c'est 200 000 euros. Donc on va voir ça en chiffres.